Bonjour et bienvenue dans votre émission Éco-Débat, votre rendez-vous hebdomadaire sur Médian TV pour parler de l'économie africaine. Et cette semaine, nous mettons le focus sur un sujet d'actualité, sur les relations entre les pays africains et les institutions financières internationales. On parle du FMI et de la Banque mondiale, entre autres. Les financeurs de l'économie mondiale commencent-ils à tourner le dos aux économies africaines ou rendent-ils leurs conditions plus contraignantes après le cas de la dette du Sénégal? Est-ce que les pays africains parviennent à trouver d'autres sources de financement alternatives ou dépendent-ils toujours de ces bailleurs de fonds et surtout, quel rôle pour les institutions financières panafricaines? Nous allons essayer de répondre à toutes ces questions avec nos trois invités. Il s'agit d'abord de l'économiste et spécialiste de l'Afrique, El Kitenge Lubanda, en duplex avec nous depuis Kinshasa, en République démocratique du Congo. Bonjour à vous, El Kitenge Lubanda. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est un plaisir. Notre deuxième invité s'appelle Ange Ponou. Il est éditorialiste à Sika Finance, la plateforme ouest-africaine spécialisée dans l'information économique et financière. Ange Ponou est avec nous depuis Abidjan, en Côte d'Ivoire. Bonjour à vous, Ange Ponou, et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, Omar, tout le plaisir pour moi. Alors, notre troisième invité s'appelle, il est lui éditorialiste, ou plutôt il est directeur de publication de Togo First, un média basé à Lomé au Togo. Il s'appelle Fiacre Kapko. Bonjour à vous, cher Fiacre Kapko, et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, Omar, et tout le plaisir pour moi. Alors, nous allons entrer dans le vif du sujet parce que le menu est consistant, hein, il faut le dire, vu le sujet que nous abordons aujourd'hui. Et je vais commencer par donner la parole à El Kitenge Lubanda. Alors, aujourd'hui, quel regard portez-vous sur ces relations entre les institutions financières internationales et les économies africaines? Déjà que j'ai un petit problème avec cette appellation de institution internationale. Vous savez, vu de leur côté, nous sommes aussi international. International voudrait dire simplement qui prend à plusieurs pays. Et il est anormal qu'ils nous coincent dans un narratif qui ne soit pas nécessairement élogieux. Je pense qu'aujourd'hui, les institutions traditionnelles de financement, en l'occurrence le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, ont atteint leurs limites. Leurs limites en termes de manœuvre, en termes de géopolitique, mais surtout leurs limites en termes de capacité réelle de financer l'économie africaine. La demande de l'économie africaine est devenue très importante et les dépasse. Maintenant, ils sont en train de se battre pour trouver des mécanismes pour sortir honorablement de cet ancrage. La vérité, c'est que les capitaux chinois et les fonds de pension de plusieurs autres pays commencent à venir rechercher des mécanismes de pénétration sur le marché africain. Et donc, il est important que les gens sachent que nous avons un très sérieux problème aujourd'hui et il faut bien entendu très rapidement trouver des solutions. En tout cas, des solutions qui s'imposent. En tout cas, je vois que vous avez un regard critique. Alors, du côté de Ange Ponou, aujourd'hui, l'Afrique, ses institutions de Bretton Woods, entre autres, quel regard vous voyez? Comment voyez-vous évoluer ces relations-là? Merci d'abord pour l'opportunité, moi, que tu me donnes de m'exprimer sur ta chaîne. Alors, il faut dire que moi, je pense que les relations entre l'Afrique et ses institutions de Bretton Woods doivent être repensées et les Africains eux-mêmes doivent avoir conscience de se dire quel a été, n'est-ce pas, les résultats de toutes ces années de collaboration avec ces institutions jusqu'à aujourd'hui et tirer les leçons de cette collaboration. Et si les Africains, de façon générale, sont satisfaits de la collaboration, je dis les dirigeants, les gouvernants africains, alors ils poursuivront sur la même voie. Si la relation entre les pays africains et ces institutions de Bretton Woods, n'est-ce pas, n'ont pas bien fonctionné. Et c'est le lieu aujourd'hui de repenser ces relations pour que, n'est-ce pas, dans l'intérêt, n'est-ce pas, des pays africains. En tout cas, c'est une relation à réévaluer si on vous comprend de façon, hein, si on résume votre propos. Alors, du côté de Fiacre Kapko, aujourd'hui, vous, en tant que confrère, hein, comment voyez-vous aujourd'hui, quel qualificatif donneriez-vous peut-être à ces relations-là
entre l'Afrique et ses bailleurs de fonds? Alors, merci Oumar. Ce que je vois, c'est que ces relations sont appelées à évoluer, un peu comme ce que a déjà dit M. Ponou. Les pays africains et de façon générale, l'écosystème, la sphère financière africaine doit trouver des moyens de réinventer les relations qu'elle a avec ces institutions. Réinventer, ça veut dire quoi? Réinventer, c'est de discuter d'égal à égal avec ces institutions et trouver des solutions innovantes, des solutions qui appellent à exploiter les actifs, les atouts de ces institutions pour aller mobiliser des investisseurs internationaux, des investisseurs privés, pour pouvoir financer le gap qu'on a sur les questions de financement des infrastructures, de l'éducation et également la mise en place d'une industrie financière locale qui peut être résiliente, qui peut résister aux chocs externes. Alors, je pense que chacun, en tout cas, a donné son point de vue sur ces relations-là. Je vous propose à présent de voir ce sujet que la rédaction a préparé sur ces relations entre l'Afrique et les pays et les investisseurs, disons, ou plutôt avec les bailleurs de fonds. Je vous propose de voir ce sujet ensemble. Depuis plus d'un demi-siècle, les États africains négocient avec les institutions financières internationales comme le FMI et la Banque mondiale. Ils entretiennent des relations complexes où la soutenabilité de la dette publique pèse lourdement sur le développement économique du continent africain. Les États africains, quand on veut simplement parler trivialement, ils ne peuvent pas soutenir les dettes qu'ils contractent. Ils ne peuvent pas, mais ils sont obligés peut-être de recourir à cela, quelles que soient peut-être les conditionnalités qui leur sont imposées. Or, il y a deux équations qui se posent. La première chose, c'est que, les dirigeants africains, ils songent à leur carrière politique. C'est pourquoi ils s'endettent parce que ça ne pèse pas sur leurs propres épaules. Mais deuxièmement, quand ils s'endettent, c'est les générations futures qui vont payer. Or, du point de vue de la soutenabilité, c'est de voir maintenant si les ressources qui sont allouées aux pays endettés servent justement à financer le développement de ces pays-là. En 2026, la dette publique africaine dépasse les 1800 milliards de dollars et le service de la dette externe absorbe une part croissante des budgets nationaux au détriment de secteurs comme l'éducation et la santé. On souscrit à une dette pour construire des routes, des ponts. Ce sont des investissements qui ne reviennent pas parce que c'est de l'argent qui part mais qui ne revient pas, ce n'est pas rentabilisé. Ça aide au développement peut-être de manière structurelle, infrastructurelle, mais d'un point de vue économique, cela ne revient pas directement à la nation parce que ce ne sont pas des prêts pour investissement. Les États africains aux économies déjà fragiles restent ainsi piégés dans une dépendance structurelle de l'emprunt. Les rapports de force sont asymétriques, les mécanismes d'endettement souvent invisibles et les conditions imposées ne laissent aucune marge de manœuvre aux pays endettés. Ils conseillent, mais derrière, ce n'est pas des conseils. Ils, aujourd'hui, vous disent que leur soutien dépend du fait que vous respectez, eux, ce qu'ils vont dire. Donc, ce qui fait que vous êtes dedans, vous les suivez, vous n'avez pas beaucoup de marge de manœuvre, puisque c'est eux, finalement, qui vous disent que c'est sous réserve, non-financement, vous seront donnés sous réserve, que vous suivez ce que nous, on vous a dit de faire. Ça veut dire qu'en réalité, ça finance, mais ça ne finance pas par rapport aux secteurs qui permettent aujourd'hui à nos pays de se développer. De plus en plus de gouvernements africains revendiquent d'ailleurs une refonte assumée du système financier international, l'objectif étant d'obtenir des instruments mieux adaptés aux économies émergentes. C'est une coopération entre le Sénégal, entre la Guinée, entre le Mali. Nous avons les mêmes réalités, nous avons les mêmes défis, nous avons les mêmes enjeux. Ça permet que lorsque le Sénégal va apporter son aide à la Guinée, elle sait précisément où apporter son aide. Quand vous prenez un chemin et que vous ne voyez pas la fin de ce tunnel, il faut commencer à réfléchir. Ça ne veut pas dire qu'il faut l'arrêter maintenant de façon brusque. C'est ça qu'il faut éviter maintenant. De façon brusque quitter, il faut réfléchir à des mécanismes qui nous permettent aujourd'hui de financer nos économies.
Les institutions régionales plaident pour une voix africaine plus forte dans les instances de décision, mais aussi pour des modèles de développement alignés sur les réalités locales. La tendance actuelle pour le continent, c'est d'atteindre une souveraineté économique et ne plus subir les conséquences de la dette. Alors, on vient de voir ce sujet, alors ce qui nous permet d'avancer justement dans le débat. Hein. Je retourne à Kinshasa avec Elkitenge Lubanda. Alors, Elkitenge Lubanda, il y a quand même un passé qu'on peut qualifier de douloureux quand on pense au fameux PASS, hein, au programme d'ajustement structurel. Est-ce qu'à l'heure où on parle, on peut dire que ce sont les mêmes modes de relation qui perdurent ou est-ce, comme le disent certains beaucoup plus critiques, les économies africaines sont toujours sous tutelle de ces institutions-là? Je crois qu'il y a quelque chose qu'il faut mettre sur la table. C'est l'arrivée d'Internet. Internet a démocratisé le savoir. À l'époque, pour parler des financements internationaux et des mécanismes de fonctionnement des institutions de financement, il fallait être initié, presque être dogmatique. Aujourd'hui, tout le monde voit comment fonctionnent tous les pays du monde et donc on voit ce qui marche et ce qui ne marche pas à gauche et à droite. Et même en ce qui concerne les opérations de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international, on sait voir comment ils opèrent de manière différenciée dans différents pays. Et puis autre chose, il ne faut quand même pas oublier que ces institutions n'ont pas été mises en place pour l'Afrique. Ces institutions étaient une réponse à la crise après-guerre mondiale. Mais on met ça de côté. Il faut aussi savoir quand même que ces deux institutions sont très influencées par la politique américaine. Et tout le monde est en train de voir ce que l'Amérique est en train de faire, en l'occurrence en matière de financement, mais également en matière d'aide. Je voudrais revenir ici sur l'aide publique, mais également pour tous ces financements que l'on appelle concessionnels, qui sont en fait une manière ou une arme, je peux dire, géopolitique. Il est donc important qu'on arrête d'être hypocrite avec nous-mêmes et qu'on se rende compte que nous avons l'opportunité aujourd'hui, de structurer l'écosystème continental de financement, mais également de pouvoir faire fonctionner les rapports entre l'écosystème continental avec les autres écosystèmes internationaux. Aujourd'hui, la banque des banques, la banque du monde entier, celle qui prête même aux États-Unis, c'est la Chine. Il est donc important qu'on trouve des mécanismes pour que, de manière libre et ne pas commettre les mêmes erreurs qu'avec les anciens partenaires, comment on interfère avec les différents fonds de pension. Parce que, comme vous le savez très bien, l'argent que la Chine prête aux gens, c'est l'argent des fonds de pension. C'est la même chose avec certains pays comme les pays scandinaves. Et donc, il est important que l'Afrique trouve intelligemment ses propres solutions de manière tout à fait responsable, qui ne tiennent pas compte des gros mensonges du passé. Il faut avoir le courage de reconnaître ce qui a marché, mais surtout avoir le courage, en ce moment particulier, de reconnaître ce qui n'a pas marché. C'est ce qui peut nous permettre réellement de pouvoir regarder les choses différemment. Aujourd'hui, les défis de l'Afrique, ce n'est pas de faire reculer la pauvreté. Les défis de l'Afrique, c'est de intensément créer de la richesse et sortir définitivement de la pauvreté et avoir un certain niveau de vie des citoyens. La demande mondiale, qui a été longtemps caractérisée par l'émigration vers l'Ouest, trouve des limites aujourd'hui parce que l'Ouest lui-même commence à avoir ses propres problèmes. Il est important qu'on se rende compte que l'Afrique est devenue aujourd'hui probablement la prochaine destination du monde. Et donc, si nous désirons jouer notre rôle, il est important que nous inventions nos outils. Nous inventions nos outils. Alors, Ange, pour nous, depuis Abidjan, une question aussi s'impose, hein, et peut-être c'est revenu en filigrane, hein, parce qu'il y en a qui disaient que ces institutions ont été créées pour d'autres économies que celles africaines. Mais pourquoi ça a marché ailleurs et ici, peut-être, on ne dit pas que ça ne marche pas, mais en tout cas, on peine à voir des résultats concrets? Déjà, une première conclusion, c'est que les relations entre l'Afrique et ses institutions classiques de Bretton Woods n'ont pas marché. Ou du moins, les recettes qui ont été appliquées, n'est-ce pas, en Afrique, n'ont pas marché. Et moi, je pense que c'est plus un problème de diagnostic. C'est-à-dire qu'on ne peut pas essayer d'implémenter des politiques qu'on a l'habitude d'implémenter dans ces pays développés, n'est-ce pas, dans des pays qui sont en voie de développement. Il faut s'adapter au contexte. Et ça n'a pas été fait. Donc, ça n'a pas marché. Ça fonctionne de sorte à ce que
chaque économie a ses propres spécificités. Les spécificités des économies développées ne sont pas les mêmes que celles des pays en voie de développement. Et je pense que c'est ça qui n'a pas vraiment été pris en compte et qui a causé, n'est-ce pas, l'échec de ce que vous avez appelé tout à l'heure le programme d'ajustement structurel, qui n'ont pas permis aux pays africains, n'est-ce pas, d'atteindre l'objectif escompté. Ces programmes donc n'ont pas permis d'atteindre ces objectifs escomptés. Alors, du côté de Fiacre Capco, alors aujourd'hui, pensez-vous que sur la base des expériences qui ont été vécues lors de ces passes, est-ce que ces pays ont, et les institutions ensemble, ont un peu rectifié le tir et que les programmes actuels sont beaucoup plus, disons, utiles et beaucoup plus concrets pour les économies africaines? Alors, merci. Utile, je dirais pas tout à fait, mais ce qu'il faut remarquer, c'est que les institutions de Bretton Woods, en particulier le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, ont clairement, ces dernières années ou sur la dernière décennie, infléchi leur rhétorique concernant l'Afrique. On parle désormais de questions, il n'y a qu'à voir les programmes qui sont développés. On parle désormais de protection sociale, de filets sociaux, d'inégalités, de climat. Euh, les ajustements brutaux qu'on a connus dans les années 80-90 sont officiellement rejetés. Et le FMI connaît désormais l'austérité, c'est désormais que l'austérité, la toute austérité peut aggraver les crises sociales et économiques. Alors donc, on a un changement, je dirais, un peu symbolique, mais qui doit réellement s'ancrer dans les réalités africaines. Ce qui manque encore, c'est cette façon, c'est déjà les politiques publiques en Afrique qui peuvent poser un problème et qui peuvent conduire parfois à la déroute, à la débat, et qui, à la fin, amènent le FMI à réagir parce qu'il faut comprendre que le FMI est une institution qui est garante de la stabilité macroéconomique des pays. Et il y a forcément une sorte d'effet boule de neige lorsqu'un pays est touché. On l'a encore vu récemment avec la Zambie, l'Éthiopie, ou même le Sénégal aujourd'hui, dont les difficultés jettent un coup de pression sur le système bancaire régional. Alors, on a vu que le FMI a commencé par développer des systèmes, a commencé par infléchir un peu sa rhétorique. Cela s'est illustré par la COVID, les soutiens qui ont été donnés dans la période COVID, la mise en place, par exemple, du RST, le Fonds de résilience climatique, qui permettent, mais qui se font toujours à des conditionnalités et les États ou les autorités n'ont pas forcément été à la hauteur des enjeux des enjeux économiques, se retrouvent contraints de subir parfois les aléas, ou je ne dirais pas les aléas, subir les exigences du FMI pour revenir dans les rangs, pour revenir à la stabilité macroéconomique. Alors donc, on voit qu'il y a un changement qui est en train de se faire. Vous voyez par exemple des pays qui arrivent à aller sur le marché des capitaux. C'est vrai qu'il y a encore un défi sur les taux et sur les conditions d'accès à ces marchés, mais ces pays arrivent à aller sur ces marchés en utilisant des garanties de la Banque mondiale. C'est quelque chose qu'on ne faisait pas avant. On avait du multilatéral, financement multilatéral qui était vraiment limité, alors que maintenant, les États utilisent même des garanties MIGA. Des États ont utilisé par le passé garantie IDA, au lieu de consommer leur crédit IDA, ont décidé d'utiliser comme garantie pour aller lever des fonds à des coûts beaucoup plus atténuants que les coûts qu'on pratique généralement sur les marchés financiers internationaux. Donc, on voit quand même Oui. on voit une inflation et c'est aux pays africains qui ne peuvent pas travailler aujourd'hui sans ces États, sans ces institutions, de trouver le moyen de tirer parti, de tirer profit des différents outils et mécanismes qui existent, tout en
préservant, tout en protégeant leur souveraineté, ne pas se faire imposer ce qui n'est pas bien pour sa population, ce qui ne participe pas au développement endogène du pays. Du Voilà. continent. En tout cas, c'est bien clair. Alors, maintenant, voyons comment évoluent justement ces financements-là. Et là, je vais poser la question à El Kitenge Lubanda. Si on fait un peu un regard rétrospectif sur ces financements-là, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que ces financements répondent en partie aux besoins en termes de développement ou bien de stabilité macroéconomique pour les économies africaines? Oui, on ne peut pas le nier. Le Fonds monétaire international, aussi bien que la Banque mondiale, ont pendant très longtemps, et le sont encore aujourd'hui, des appuis importants pour beaucoup de pays africains. Mais encore une fois, écoutez bien le narratif, c'est faire reculer la pauvreté, mais ce n'est jamais créer intensivement la richesse pour être en mesure de créer de la vraie prospérité sur le continent. Et ce n'est pas la responsabilité du Fonds monétaire international ni de la Banque mondiale, c'est de la responsabilité des dirigeants africains. Il est important qu'aujourd'hui, qu'on aille au-delà de la stabilité macroéconomique, qu'on aille dans la compétitivité, que l'on soit en mesure de s'industrialiser, que l'on soit en mesure de se développer réellement pour être en mesure de donner de la fierté à nos enfants. Il est honteux de continuer à avoir des enfants africains qui meurent en mer parce qu'ils pensent et ils rêvent que mieux est ailleurs. Et cette situation, elle ne peut changer que si les Africains changent de paradigme. Le paradigme du recul de la pauvreté induit l'acceptation de la pauvreté comme étant un état des lieux normal. Il est important que nous allions au-delà des outils classiques que nous ont imposés nos différents partenaires, à qui on peut dire merci pour l'histoire, mais il est important qu'on se rende compte, et nous avons énormément d'enfants qui ont étudié les finances internationales, qui peuvent démontrer de manière assez claire qu'on peut se passer en partie de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international. Je vais donner un exemple élémentaire. Tous les pays qui détiennent du pétrole ou qui détiennent des ressources de manière naturelle doivent être en mesure de pouvoir les cristalliser, pour être en mesure de les utiliser comme levier, pour être en mesure de pouvoir imposer une capacité d'emprunt importante, pour être en mesure de pouvoir investir dans l'industrie des sols et le développement du pays. La faiblesse des pays africains, c'est qu'en grande partie, ils sont restés dans la topographie issue de la colonisation. Allez regarder dans la plupart des pays africains, il y a une grosse différence entre le rural et l'urbain. Et pour beaucoup de pays, le rural est encore majoritairement peuplé par la population de ces pays. Et donc, il est important que l'on brise la manière d'aborder les choses. À l'époque, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, ils vous finançaient pour des activités qui étaient en mesure de générer des dollars pour vous permettre de rembourser. Aujourd'hui, l'approche devrait être une approche plutôt patriotique et une approche plutôt humaine, qui est une approche de développement. Ça sous-entend qu'en fait, l'État doit pouvoir aller chercher des mécanismes importants pour être en mesure de financer les économies du continent. En tout cas, c'est important. Alors, cela dit, Ange Ponou, quels sont aujourd'hui, selon vous, les programmes prioritaires à mettre en avant? Peut-être c'est revenu dans l'intervention de Kitenge Lubanda, mais quels autres programmes prioritaires les pays africains doivent proposer à ces institutions-là pour rendre les résultats plus concrets sur le terrain? Déjà, il faut que les pays africains soient souverains de leur développement. Je dis que ce n'est pas au Fonds monétaire international ou à la Banque mondiale d'imposer des seuils de résultats à atteindre quand, par exemple, à la lutte contre la pauvreté, quand à la lutte contre la cherté de la vie, et ainsi de suite, etc. Voilà. Les pays africains arrivent eux-mêmes à définir des objectifs très clairs. Aller chercher le financement n'est plus le problème. Et comme mes co-débatteurs l'ont dit tout à l'heure, aujourd'hui, là, il y a toute une panoplie, n'est-ce pas, de sources de financement qui s'offrent à l'Afrique. Donc aujourd'hui, les sources de financement classiques qu'on avait défendues par le passé, notamment l'aide publique au développement, ne marchent plus tellement aujourd'hui parce que les pays développés ne reversent plus correctement l'aide publique au développement aux pays africains. Donc aujourd'hui, face à toute cette situation, aujourd'hui, on voit la politique même du président américain
qui coupe les financements à pas mal d'institutions internationales, n'est-ce pas, qui investissent majoritairement dans les pays en voie de développement, notamment en Afrique. Aujourd'hui, les Africains doivent comprendre qu'ils doivent définir eux-mêmes, n'est-ce pas, le seuil de résultat à atteindre pour essayer de piloter et chercher le financement en imposant ces conditions à ces institutions. Notamment, on a dit que dans la conscience et dans la façon de concevoir la lutte contre la pauvreté, voilà, n'est-ce pas, les axes prioritaires. Et en ce moment, si ces institutions internationales sont en phase avec ce que définissent les pays africains ou le gouvernement africain, selon chaque accord de financement ou un refus, en ce moment, les pays africains ont la possibilité de se tourner de sources de financement. Je pense que si on essaie de marcher dans cette dynamique, et on ne parlera même plus, n'est-ce pas, de relations d'assujettissement à l'Afrique aujourd'hui et ses institutions internationales. Mais dès lors qu'on fixe les objectifs à atteindre, les objectifs en termes macroéconomiques et microéconomiques, à Washington, dans ce moment-là, et que vous acceptez, et que derrière, vous donne le financement, vous êtes contraint. Donc moi, voilà ce que je peux dire par rapport à ça aujourd'hui. En tout cas, c'est des éléments importants, à noter. Alors, justement, on essaie de voir de façon générale sur le continent comment on évalue notamment ces relations avec ces institutions financières, mais aussi le rôle des institutions panafricaines. C'est dans ce sujet, je vous propose de suivre. Au cœur des transformations économiques du continent africain, les institutions financières régionales jouent un rôle stratégique. Face aux défis de développement, d'industrialisation et d'intégration régionale, des acteurs comme la Banque africaine de développement, Afreximbank ou encore les banques de développement sous-régionales s'imposent comme de véritables leviers de croissance. Créées pour promouvoir le développement économique et social de l'Afrique, la Banque africaine de développement, la BAD, intervient comme un partenaire clé des États africains. Elle finance des infrastructures structurantes, routes, ports, énergie, eau, indispensables à la compétitivité des économies. Mais son action va bien au-delà. La BAD soutient également les réformes économiques, le secteur privé, l'agriculture, l'éducation et la transition énergétique, avec une ambition claire, bâtir une croissance inclusive et durable. À ses côtés, Afreximbank joue un rôle central dans le financement du commerce africain. Dans un contexte marqué par la volatilité des marchés internationaux et la dépendance aux importations, la banque œuvre à renforcer le commerce intra-africain, elle accompagne les entreprises, soutient les exportations, facilite l'accès aux devises et finance des projets industriels stratégiques. Afreximbank est aussi un pilier de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf, en favorisant l'intégration économique du continent. D'autres institutions comme la BOAD en Afrique de l'Ouest, la BDEAC en Afrique centrale ou la TDB en Afrique de l'Est, toutes complètent cet écosystème financier. Elles apportent des financements adaptés aux réalités locales, soutiennent les PME, encouragent l'industrialisation et contribuent à la création d'emplois. Ensemble, ces banques de développement agissent comme des catalyseurs, mobilisant des ressources publiques et privées pour financer des projets à fort impact. Dans un contexte mondial marqué par les crises économiques, climatiques et géopolitiques, le rôle de ces institutions devient encore plus crucial. Elles offrent à l'Afrique des solutions de financement endogènes, renforcent la résilience des économies et réduisent la dépendance aux financements extérieurs traditionnels. En soutenant l'innovation, les infrastructures, le commerce et le secteur privé, les institutions financières africaines participent activement à la transformation du continent. Plus que de simples bailleurs de fonds, elles sont aujourd'hui des partenaires stratégiques du développement africain au service d'une croissance souveraine, intégrée et tournée vers l'avenir. Alors, on vient de suivre ce sujet, ce qui nous permet justement de poser le débat sur le rôle des institutions panafricaines en tant que instrument de relais ou bien d'alternative au financement pour les économies africaines. Alors, Fiacre Pakpo, cela dit, vous, quel rôle voyez-vous pour ces institutions panafricaines? Je pense notamment, entre autres, à la Banque africaine de développement, à Afreximbank, entre autres. Quel rôle
ces institutions peuvent jouer en tant que, elles aussi, hein, comme instrument de soutien au financement des pays africains? Alors, le rôle est typiquement un rôle de comment faire pour dérisquer les transactions. Dérisquer les transactions parce que en Afrique aujourd'hui, on parle de risque lorsque vous implémentez un projet. Dès qu'il y a un projet, on parle de risque. Et il faut trouver ces institutions qui ont généralement des capitaux lents et des capitaux quasi gratuits, doivent pouvoir mettre en place ces dispositifs qui permettent de dérisquer ces risques. C'est en cofinançant des projets, en mettant en place des garanties, en faisant en sorte des dispositifs de partage de risques. Partage de risques en ce sens que ces institutions ne peuvent pas toucher certains types d'acteurs qui sont dans l'économie, qui opèrent dans l'économie. Donc, elles peuvent passer par elles peuvent passer par le financement intermédiaire, passer par les banques, passer par des institutions financières qui sont sur place, leur fournir des garanties. Ces garanties pourront être déployées sur des crédits et dérisquer un peu les transactions. Deuxième chose, quand on finit de parler de cofinancement, quand on finit de parler de ça plutôt, on parle de cofinancement. Cofinancement, c'est-à-dire trouver des moyens de cofinancer des projets avec les institutions internationales. Vu que les institutions panafricaines sont celles qui sont sur le terrain, euh, elles connaissent, elles sont censées connaître mieux les réalités du terrain que les institutions internationales. Donc, les institutions internationales qui veulent venir en Afrique, on doit pouvoir mettre des dispositifs pour que ces institutions passent par ce tunnel-là pour pouvoir faire le financement nécessaire. Une autre chose qu'on ne voit pas souvent, c'est la question de la mobilisation des ressources. Les institutions panafricaines comme la BAD, par exemple, disposent de la notation nécessaire pour pouvoir mobiliser des fonds à bas coût. Ce que ça implique, non seulement pour eux, mais également pour les pays africains et même les entreprises africaines, c'est que ces institutions peuvent aller sur les marchés, mobiliser des capitaux massifs sur les marchés internationaux et en plus de ça, aider également les pays à mobiliser des capitaux massifs. Cela se fait déjà, ça existe déjà avec le dispositif que la BAD a mis en place qui permet de mettre en place des garanties pour les pays qui veulent aller sur les marchés pour qu'ils puissent lever des fonds. On a vu le Bénin l'a fait, le Rwanda l'a fait, le Togo est en train ou l'a déjà fait. La Côte d'Ivoire également a déjà utilisé ce dispositif-là qui est basé en fait sur le fonds, le FAD. Le FAD qui est l'instrument, le guichet concessionnaire de la BAD qui existe. Mais on doit pouvoir multiplier ces genres d'initiatives. La Afreximbank doit pouvoir le faire. Les autres banques de développement régionaux doivent pouvoir le faire également. Et en plus de ça, lorsque vous finissez de faire ça, il y a les banques panafricaines commerciales panafricaines qui existent. Ils doivent pouvoir s'associer, et plutôt, elles doivent pouvoir s'associer aux institutions de développement pour trouver des mécanismes pour financer des projets, pour financer de vrais projets structurants, comme des projets dans l'énergie, des projets dans l'agriculture, également des projets logistiques, des projets de routes, et en plus de ça, financer également les projets pour demain, les projets du futur, qui sont des projets de l'éducation. Parce que sans l'éducation, on pourra déployer tous les projets qu'on veut, mais d'ici 10 ans. En tout cas, ce sont des développements intéressants. Alors, El Kitenge Lubanda, depuis Kinshasa, pensez-vous que ces institutions panafricaines ont les moyens pour répondre aux attentes et aux besoins colossaux des économies panafricaines ou des économies africaines? Je crois que si vous parlez des moyens financiers, la réponse est non, parce que l'économie africaine elle-même est assez petite et donc sa finance est proportionnelle. Mais la question n'est pas celle-là. La question, c'est dans l'intelligence africaine. Parce que tout compte fait, il y a énormément de capitaux sur la place internationale qui cherchent des destinations. C'est à nous de pouvoir trouver des mécanismes pour être en mesure de structurer de l'ingénierie financière nécessaire
capable d'attirer suffisamment de moyens sur le continent. Laissez-moi vous dire, par exemple, que les États-Unis impriment des billets pour être en mesure d'attirer les capitaux internationaux, je parle des capitaux chinois, parce que simplement, ils ont réussi à mettre dans la tête des Chinois que les bons de trésor américains sont sûrs. Et donc, nous disons, nous qui avons des ressources naturelles, pourquoi on ne les certifie pas et qu'on les utilise comme véritable moyen pour être en mesure d'attirer les capitaux sur le continent. Deuxième chose, il ne faut pas penser que tout le développement du continent sera fait avec les moyens publics. Pourquoi nous ne faisons pas suffisamment d'efforts pour multiplier les investissements privés, en partenariat public-privé ou en privé tout court, en leur donnant accès à un certain nombre de potentiels qui existent sur le continent. Et je pense que là-dessus, il faut simplement sortir des sentiers battus qui n'ont pas donné des résultats pour trouver des mécanismes de nouvelle génération capables de faire avancer les choses. Une des choses que nous pouvons être en mesure de faire fonctionner, justement, c'est cette finance climatique que nous ne faisons pas fonctionner de manière assez intensive. Nous avons des atouts et il faut simplement qu'on soit en mesure, avec une gouvernance sérieuse, en mesure de les utiliser et de les faire imposer sur la place internationale. Et mon point de vue reste le même, les anciens outils ne donneront pas des meilleurs résultats. Les anciens outils ne donneront pas de meilleurs résultats. Alors, Ange Ponou, quel bilan auriez-vous à faire sur le travail accompli par ces institutions financières panafricaines? Merci Oumar. Je dirais que les institutions financières panafricaines, elles font ce qu'elles peuvent. Et je vois aujourd'hui vraiment la différence entre ces institutions et les institutions dont on a parlé précédemment, c'est-à-dire le FMI, la Banque mondiale. Et ces institutions accompagnent véritablement les États. Mais je pense qu'elles-mêmes, n'est-ce pas, elles ont un souci de mobilisation, n'est-ce pas, de ressources financières. Parce que je pense aujourd'hui que la capacité de mobilisation des ressources elle peut être limitée aujourd'hui. Au regard de certain nombre de facteurs. Aujourd'hui, si vous prenez par exemple le cas de la BAD, c'est cette institution qui est quand même, je dis, l'institution financière panafricaine la plus en vue sur le continent, aujourd'hui, au regard, n'est-ce pas, de sa capacité de mobilisation de ressources financières. Et je dis que cette institution, elle n'est pas totalement autonome. À regard même de son actionnariat. Aujourd'hui, les principaux bailleurs de fonds de cette institution, aujourd'hui, se trouvent les pays développés. Et donc, c'est cela que je parle. C'est la véritable question aujourd'hui qui se pose pour le continent africain. C'est aujourd'hui de définir une stratégie et d'être autonome. Aujourd'hui, prendre le contrôle totalement de la Banque africaine de développement. Et ça doit être un objectif prioritaire pour les États africains. C'est parce que cet instrument de financement, n'est-ce pas, soit mis au cœur de la stratégie de développement africaine. Et sinon, la laisser à l'État et avec sous influence des puissances financières mondiales, je pense qu'elle pourra faire ce qu'elle peut faire, mais son pouvoir et son impact dans le financement des pays africains restera toujours, je dis quand même, marginal. En tout cas, c'est à voir. Alors, cela dit, Fiacre Capco, quand on voit les autres sources alternatives de financement, El Kitenge et Lubanda les a évoquées énormément, est-ce qu'il y a possibilité de trouver d'autres sources de financement ailleurs qui pourront permettre aujourd'hui, je prends le cas, on a pris le cas du Sénégal où on parle de restructurer la dette, on voit que les autorités n'en veulent pas, mais veulent aller trouver des financements ailleurs. Pensez-vous que s'il y a des problèmes avec les institutions de Bretton Woods, est-ce qu'on peut trouver des financements ailleurs? Oui, bien sûr, bien sûr. On l'a déjà vu, l'année dernière. La Afreximbank est allée mobiliser des fonds en Chine. La Côte d'Ivoire est allée mobiliser des fonds au Japon. On voit quand même une tendance qui va dans le sens de la diversification des pays africains. Ce qui est assez intéressant, ça montre quand même une dynamique qui est intéressante. Maintenant, pour revenir sur une des questions que vous avez posées,
on parle beaucoup de mobilisation des ressources sur les marchés internationaux, mais on parle moins de mobilisation des ressources internes parce que l'épargne interne, l'épargne domestique, elle existe, mais elle est mal canalisée. En Afrique, vous voyez par exemple, il y a beaucoup de Ponzi qui se mettent en place et quand vous vous rendez compte des montants qui sont en jeu, vous comprenez très vite qu'il n'y a pas d'infrastructure. Les infrastructures existent, mais elles ne sont pas assez démocratisées, elles ne sont pas assez vulgarisées pour que les gens puissent trouver des canaux propres, fiables pour investir leurs épargnes. Donc, il faut résoudre déjà le problème de la mobilisation de ressources domestiques. Ça passe par la mise en place, comme je l'ai dit, la démocratisation des canaux, les sociétés d'investissement en bourse et tout ça. Ça passe aussi par des mécanismes, par exemple, les mécanismes de CDC qui existent, les caisses de dépôt et de consignation qui mobilisent des ressources. Et il faut doter ces institutions de bras nécessaires pour pouvoir faire des investissements durables, des investissements qui sont des investissements à rendement. Voilà. Donc, ça, c'est un point qu'il faut aborder. Maintenant, concernant lorsqu'on en vient à la question de l'actionnariat, c'est un mal nécessaire actuellement parce que pour ces institutions, ces banques de développement qui doivent mobiliser des fonds sur les marchés internationaux, le fait d'avoir des actionnaires qui ont une bonne signature, ça leur permet de réduire les coûts, ça améliore leur signature. Donc, on est malheureusement dans un cycle qui demande à ce qu'on accepte un certain nombre de compromis. Voilà, donc c'est un peu ça. Et pour revenir à la question principale, c'est que les outils existent et les États ont commencé par exploiter ces outils-là dans la mesure de leur capacité. Il faut peut-être qu'ils donnent un peu plus qu'ils y aillent un peu avec beaucoup plus d'audace sur les marchés. On voit la diversification, les soukouks, on voit la finance islamique qui est en train de se mettre en place. On n'est plus à l'étape de 2010 aujourd'hui, on a évolué, mais on évolue pas avec la croissance nécessaire, on n'évolue pas avec le rythme nécessaire. Il faut accélérer ces mécanismes-là, utiliser les atouts que nous avons pour pouvoir aller mobiliser des ressources. Les atouts, c'est qu'on a un sous-sol qui est assez riche. Il est inconcevable que des gens qui viennent sans financement récupèrent des papiers, récupèrent des accords de principe pour aller mobiliser des financements pour venir maintenant financer nos ressources minières, la production, la transformation de nos ressources minières. Nous devons changer de mindset et aller vers des architectures plus audacieuses, mais tout en mesurant le risque qu'on est en train de prendre, parce qu'il y a d'autres risques qui existent. On est en train de voir avec des total return swap. Les États qui sont en difficulté vont vers ces instruments de court terme qui ne permettent pas de mettre en place des projets structurants, des projets de développement. Donc, il faut éviter, en allant vers la diversification, il faut éviter surtout d'aller vers des instruments qui ne créent plus de problèmes que n'en trouvent de solutions. Voilà un peu mon point de vue sur cette question. En tout cas, on ne change pas uniquement pour changer, mais on change pour trouver mieux. Alors, Elkitengue Lobanda, peut-être, il nous reste une dizaine de minutes, hein, ce sera peut-être l'un des derniers tours de table, entre guillemets, si j'ose m'exprimer ainsi. Alors, vous avez énormément parlé de ces alternatives pour les pays africains. Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas aussi un risque d'aggraver la dette africaine vis-à-vis de ces partenaires-là si les financements sollicités ne sont pas utilisés surtout à bon escient? Vous évoquez la question fondamentale, et je l'ai évoquée en passant, c'est la question de la gouvernance. Et c'est la question de la compétitivité, la question du sérieux des dirigeants africains, pris individuellement et pris collectivement. Je crois que si vous allez emprunter de l'argent et que vous n'avez pas un plan d'utilisation rentable, vous allez endetter les générations futures. Et c'est là-bas que se trouve le plus grand défi des pays africains. C'est la capacité à pouvoir investir avec responsabilité, à la fois dans la rentabilité, mais également dans le développement du capital humain, santé et éducation. Parce que finalement, l'espérance de vie en Afrique est encore assez faible, ce qui fait que très malheureusement, nous gaspillons
personnel que nous formons avant même qu'il n'ait rendu le maximum de ce qu'il pouvait au continent. Je voudrais revenir sur ce que Fiacre disait tout à l'heure, la mobilisation des fonds locaux. Vous savez aujourd'hui, par exemple, que les caisses de sécurité sociale devraient être, très heureusement pour nous, parce que nous avons une grande démographie, des ressources pour être en mesure de financer localement. Mais le drame de l'Afrique, c'est que la grande partie du travail est dans l'informel, et ça, c'est quelque chose qu'il faudra corriger assez rapidement. Ceci dit, oui, il faut travailler dur, mais il faut que nous soyons sérieux nous-mêmes, les citoyens africains, nos dirigeants, mais également nos universités qui continuent malheureusement à enseigner le savoir du passé. Et il faut que les gens se rendent compte que le monde est en train de changer, l'intelligence artificielle est en train de transformer complètement le monde, même la finance elle-même commence à être transformée par l'intelligence artificielle. Et donc, il est important que nous soyons en mesure, dans la gouvernance, de nous moderniser pour être en mesure d'être capables de pouvoir saisir les opportunités, aussi bien locales sur le continent qu'à l'international. Alors, Ange, pour nous, aujourd'hui, on a vu que quand même des institutions panafricaines ont lancé des instruments de financement. On pense notamment à Africa 50 pour ce qui est des infrastructures, entre autres, à ces différents fonds qu'on essaie de lancer sur le plan, notamment l'exploitation ou la valorisation des ressources minières africaines. Alors, vous, sur tout ça, pensez-vous que l'efficacité est au rendez-vous? Moi, j'appelle de tous mes voeux ce genre d'initiative. Vous comprenez? Parce qu'aujourd'hui, dans ce débat, il est très clairement, il est très clairement de savoir comment on trouve vraiment une alternative, n'est-ce pas, au financement de Bretton Woods, qui sont des types de financement qui sont parfois conditionnés et dont l'application est difficile pour nos pays africains. Donc, aujourd'hui, mettre en place des initiatives aujourd'hui au niveau du Fonds Africa 50 et d'autres initiatives de ce genre, je pense que déjà, ce sont déjà des pistes de solutions. Et comme tout à l'heure, pour emboîter le pas à l'intervenant précédent, c'est de dire qu'aujourd'hui, les pays africains voient aujourd'hui la difficulté, aujourd'hui les contraintes, n'est-ce pas même d'obtenir, n'est-ce pas, un programme financé aujourd'hui par le Fonds monétaire et la Banque mondiale, doivent être sérieux. Alors, Fiat a parlé d'avoir un certain nombre de pays dans l'actionnariat de certaines institutions financières panafricaines pour qu'elles puissent pouvoir mobiliser des financements, n'est-ce pas, à l'étranger. Non, je ne pense pas. Je pense que c'est dans la gouvernance. Des pays sérieux arrivent à mobiliser beaucoup de financements sur le marché international, que ce soit même en Afrique ou au Japon. Donc, tout se résume aujourd'hui dans le sérieux et dans le sérieux de la gouvernance. Quand nos pays africains mobilisent ces financements et que ces financements, par exemple, sont mis, n'est-ce pas, à la disposition, soit par la BAD, soit, je ne sais pas, par Afreximbank, est-ce que, n'est-ce pas, le financement va exactement pour ce pourquoi ce financement a été sollicité? Et est-ce que la gouvernance, la mise en place est transparente? Donc, je pense que tous ces éléments, on travaille effectivement sur ces éléments. Je pense que les pays africains eux-mêmes, dans le pilotage de leur politique économique, n'est-ce pas, n'auront pas de difficultés à mobiliser des financements. Si, n'est-ce pas, dans la conduite de leur politique et la gouvernance est un pilier stratégique, et aussi ces pays-là sont sérieux. Et je pense qu'une finance, là, le maître mot, c'est la confiance. Mais si vous-même, vous ne vous prenez pas au sérieux et que vos pays sont sujets à énormément de corruption et d'incendie et que les prêteurs internationaux ne vous prennent pas au sérieux. En tout cas, il faut donc se prendre au sérieux. Alors, très rapidement, il nous reste à peine 3 minutes. La dernière parole à notre ami de Lomé, Fiacre Kapko. Alors, Fiacre Kapko, quel avenir voyez-vous se dégager dans cette problématique de financement des projets en Afrique? Alors, on parlait tout à l'heure de gouvernance. Ce que moi, je dis souvent, en Afrique,
le vrai déficit n'est pas les projets, même les projets bancables, mais c'est l'exécution. On a un réel problème d'exécution. Le delivery est faible et il faut adresser ce problème-là. C'est-à-dire les projets peuvent faire rêver et l'exécution peut rassurer, mais c'est la gouvernance qui crédibilise. Tant qu'on n'aura pas géré le problème de gouvernance, on sera toujours en train de faire ce débat dans 50 ans. Alors, donc, ce que je vois, c'est que des pays africains qui savent gérer réellement leur dette, leur niveau d'endettement, des pays qui injectent de l'argent là où il faut l'injecter et exécutent rapidement. Voilà. Donc, c'est ça l'avenir de l'Afrique. L'avenir de l'Afrique, ce n'est pas dans les slogans de souveraineté, ce n'est ni dans les slogans d'indépendance, mais c'est l'exécution. Est-ce qu'on exécute lorsqu'on injecte 2 francs? Est-ce qu'on a 6 francs en retour? Si on n'a pas 6 francs, si on a moins de 2 francs en retour, il faut laisser ces projets-là. Il faut se concentrer sur les projets qui ont des retours sur investissement et les exécuter de façon rapide et diligente. Voilà un peu l'avenir de l'Afrique. Et je vois une Afrique qui utilise beaucoup plus d'instruments innovants pour mobiliser du financement et également utiliser les fonds de pension qui sont sur le continent pour pouvoir financer les projets structurants qui concernent. Parce que le développement mobiliser des donc pays... les financements innovants. Je pense que ça, ce sera le mot de la fin. Merci à vous, à nos 3 invités. Elki Tengue Lubanda, qui était avec nous depuis Kinshasa. Elki Tengue Lubanda est économiste et spécialiste de l'Afrique. Merci également à Ange Ponou, éditorialiste à Sika Finance. Et merci également à notre ami Fiacre Kapko, que j'ai présenté au début comme directeur de publication de Togo First, mais plutôt il est donc rédacteur en chef finance à l'agence panafricaine Ecofin. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Bonne suite au programme sur Média TV.